En fait, vous estimez que le local est le dernier espace de confiance. Donc, je vais poser la question à David Lisnard, maire de Cannes, porte-parole de l'Association des maires de France, qu'on s'est très mobilisé sur la question du bien commun. Il vient de publier un ouvrage, Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme. Moi, je l'ai lu et je vous le recommande. Bon. Et vous pouvez même l'acheter. Voilà. Et donc, quelle est ta vision d'acteur de terrain, d'élu de terrain, et comment tu estimes qu'il faut aujourd'hui recréer de la confiance avec les citoyens? Merci, bonsoir. D'abord, je trouve qu'il est très pertinent d'aborder le problème à travers la confiance, je dirais pourquoi. Mais je voudrais d'abord vous remercier de votre persévérance à vous, d'être resté jusqu'à cette troisième table ronde, et en saluant y compris les précédents orateurs qui ont eu l'extrême civilité de rester aussi, et en remerciant chaleureusement Bruno Retailleau de porter haut la densité du débat démocratique. La confiance, oui, c'est la bonne porte d'entrée parce que la démocratie est toujours fragile, elle est toujours attaquée, il faut toujours la réinventer, et elle a comme fondement la capacité des individus à organiser leurs différends. Il ne peut pas y avoir de démocratie, on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment dans l'intervention de Philippe Bas, si on n'affronte pas, si on n'organise pas la confrontation. La démocratie, c'est le choix, c'est l'alternance, donc c'est la friction, c'est l'énergie, il utilise cette expression. Mais cette confrontation, elle doit se faire sur des valeurs partagées. Il doit y avoir un dénominateur commun de valeurs, un dénominateur commun même de constat et de vérité. Et c'est ce qui est en grave crise aujourd'hui, à mon sens, dans plusieurs domaines, mais ce n'est pas le thème de cette table ronde, et le temps passe effectivement. Alors cette question, elle est essentielle, et pour revenir sur le local, je crois que chaque maire a sa réponse. C'est-à-dire que chaque maire, et c'est à mon avis une des pertinences de l'échelon communal, et moi c'est ce qui m'a motivé dans mon engagement, et c'est toujours cet engagement que j'ai confirmé lorsqu'il a fallu faire des choix personnels, est contraint, plus ou moins volontairement, mais est contraint de travailler avec les autres, pour les autres. Et ça c'est une forme moderne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des maires ici, ou certains qui l'ont été, lorsque vous êtes maire, vous ne pouvez pas avoir l'illusion de décider tout seul. Je ne pense pas forcément au conseil municipal, mais aussi, mais parce que vous êtes un chef d'orchestre. Vous vous appuyez sur des forces vives. Lorsque vous mettez en place une politique publique communale, dans 99% des cas, elle se fait avec des associations, avec d'autres collectivités, avec des entrepreneurs. Et donc, s'il n'y a pas cette affectio societatis qu'évoquait Philippe Bas, que l'on connaît bien dans le monde de l'entreprise, moi d'où je viens, il ne peut pas y avoir de démocratie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour être encore plus simple et dire ce que ressentent les maires aussi, c'est que je crois profondément aujourd'hui que, pour reprendre cette fois-ci les propos de Dominique Régnier, je prépare la synthèse, mais comme dirait un ancien président de la République, qui ne savait faire que ça. Or, il faut trancher lorsqu'on décide, par définition. Mais bon, bref, j'arrête ma digression. J'évite la divagation, Bruno, rassure-toi. Mais c'est le fait que Dominique Régnier disait tout à l'heure, les églises, c'est plus la peine de les convoquer, les partis, etc. Donc, quels sont les creusets sociaux? Quel est le creuset républicain? Quelle est aujourd'hui la dernière cellule qui reste, qui permet à des personnes de convictions différentes, de religions différentes, de conditions différentes, de produire du bien commun? Ben, c'est la commune. Ça marche plus ou moins bien, mais ça marche plutôt pas mal. Voilà. Ou réfléchir à cette formule. Voilà, c'est la commune. Et c'est aujourd'hui, je le crois, avec la crise qu'on a traversée il y a quelques mois, je crois que M. le Gilet jaune est parti, c'est dommage. Il dira, j'aurais tellement aimé que... Ah, merci monsieur. Non, parce que j'aurais trouvé tellement incongru que quelqu'un vienne juste s'exprimer en demandant à être entendu sans entendre les autres, que j'aurais trouvé ça presque incivil là aussi. Mais dans le creuset communal, on travaille le bien commun, et on arrive, je crois, me semble-t-il, à transcender ces différences. Vous verrez que dans ma conclusion, c'est loin d'être parfait, et je pense qu'il y a une grave crise aussi de la représentativité. Hein. Il faut dire les choses en toute sincérité. Alors, pour rétablir cette confiance, pour avoir confiance dans la démocratie, je crois qu'il faut revenir à l'étymologie des mots, le peuple, kratie, ratos, le pouvoir. Et d'abord, ce qu'il faut, c'est agir.
et avoir des résultats. J'appartiens à une génération qui, depuis l'âge de raison, quand même l'aurais-je atteint en tout cas, depuis 1974, pour parler clair, j'avais 5 ans, hein, n'a pas connu un budget voté à l'équilibre de l'État. C'est quand même la question fondamentale. C'est-à-dire que dans n'importe quel commerce, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle collectivité, vous n'avez pas le droit d'emprunter pour vos dépenses de fonctionnement. Donc, la question de l'action et du résultat, elle se traduit dans toutes les actions qu'on a engagées, mais elle se traduit avant tout sur cette question fondamentale à mes yeux, qui est celle du respect du contribuable, du respect de la puissance publique, du respect de la capacité à bien gérer, tout simplement. Lorsqu'on reçoit un mandat, on est mandaté, on est un mandataire, ce sont des jolis mots qui renvoient à une conception philosophique et juridique pointue, inventée notamment par les Français au XIXe siècle, et on respecte vos mandants, quoi. C'est assez évident. Donc agir avec des résultats. Pour agir avec des résultats, encore faut-il pouvoir agir. Hein, et on est vraiment toujours dans la cratie, dans le kratos. La démocratie, c'est l'expression populaire, mais c'est l'action, c'est l'efficacité. Les deux conciliés. Il ne faut pas l'oublier, la notion d'efficacité. Et de ce point de vue-là, on a vu tout à l'heure le débat prospérer sur le pouvoir du Parlement. Et aujourd'hui, il faut savoir que si je crois qu'il y a encore, ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, monsieur, de la confiance dans le fait communal, confiance relative, mais majoritaire quand même, ça vient du fait que les maires avaient encore du pouvoir, et encore un peu de pouvoir. Et aujourd'hui, il est absolument nécessaire de relancer la décentralisation pour redonner du pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas, je ne réclame pas, là aussi, je suis comme je ne défends pas ma chapelle, mais le pouvoir, c'est quoi? C'est la responsabilité. Donc, pour être responsable, il faut être libre. Pour être libre, il faut être responsable. Hein, voilà, pour avoir un droit, il faut un devoir. Pour avoir un devoir, il faut un droit. C'est consubstantiel. Et aujourd'hui, c'est ce pouvoir, donc cette démocratie locale qui est attaquée. Ce dernier pilier qui soutient encore les institutions, on l'a vu au mois de novembre. On est passé de balance ton maire à accroche-toi à ton maire, hein, pendant 7 heures en direct, quoi. Hein, c'est d'ailleurs très intéressant pour les maires. C'est presque quelle revanche après le congrès des maires où le président de la République s'était engagé à venir, il n'est pas venu en disant venez, je vous reçois au château, quoi. Ce que j'ai refusé de faire en ce qui me concerne. Voilà, j'étais un peu mal élevé, mais parce que je crois que la symbolique était très forte. Au congrès des maires, on n'oblige aucun président de la République à venir. Vraiment, en plus. Moi, je comprends que le président a des choses importantes à faire et qu'il puisse y avoir un agenda qui s'impose aux revendications des maires. Vraiment, je le comprends, mais sincèrement, en plus, sans second degré. Mais si on dit qu'on vient, on vient. Si on dit qu'on ne peut pas venir, je vous ai dit, je viendrai, mais il y a tel événement international qui fait que, très bien. Mais on ne dit pas, je ne peux pas venir, mais venez à 500 mètres de l'autre côté de la rive de la Seine. Enfin bon, c'est un détail, mais ça aussi, ça détruit la confiance. Hein, bon. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on redécouvre le sens de l'inter et au détriment du supra, de l'international au détriment du supranational, de l'intercommunal au détriment du supracommunal. Bref, qu'on réinvente non seulement la décentralisation, en actualisant un mot qui fait techno, mais qui est fondamental, c'est la subsidiarité. Et on a réussi à faire cet oxymore en France de dire qu'on avait une subsidiarité descendante. On a sorti ça récemment, je trouve ça extraordinaire. La subsidiarité descendante, c'est-à-dire qu'on part du haut et qu'on vous dit « Ah ben tiens, on va voir après ce que vous pouvez faire en bas ». Mais non, ça c'est un oxymore. La subsidiarité, par définition, c'est de dire « Voilà, on traite le problème localement, le plus près des habitants, des citoyens, des gens, enfin vous appelez ça comme vous voulez, de nous, tous. Parce que nous sommes tous des gens. Et un élu, c'est un citoyen. Je souffre beaucoup quand j'entends les oppositions élus, citoyens, voilà. Élu, c'est un citoyen, ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème de démocratie. Et donc, la subsidiarité, elle est forcément montante. Donc, on règle le problème de proximité, par la proximité. Et puis, si on ne peut pas, eh bien, on monte à l'échelon supplémentaire. Ce qu'on ne peut pas faire seul, on s'allie avec d'autres dans une intercommunalité à fiscalité propre ou dans un syndicat intercommunal. Je ne comprends pas qu'on ait mis à mal tout cela, que c'était simple. Ça fonctionnait bien, et on règle le problème. Et puis ensuite, on va à l'échelon national. Moi, je suis très attaché à l'État régalien. Or, plus l'État prélève, plus il dépense, moins il est fort sur ses fonctions pour lesquelles il a été inventé, pour protéger le groupe légitime. Hein, on va faire du Max Weber de fin de soirée. Et donc, ensuite, on va à l'Europe. Oui, on a besoin d'une Europe avec des peuples souverains qui décident de s'allier autour d'objectifs communs
pour affirmer une souveraineté nationale sur le numérique, sur l'environnemental, là où on ne peut pas le faire qu'à l'échelle nationale. Donc cette subsidiarité, il faut absolument la réinventer et la traduire peut-être dans des aménagements constitutionnels, même si moi aussi je pense que c'est souvent un faux problème. Mais il y a quand même, ou au moins faire respecter la Constitution. C'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'il ne peut pas y avoir de transfert de compétences de l'État vers les collectivités qui ne soient pas financées, mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. L'article 72 de la Constitution, les pouvoirs s'assoient dessus depuis des années. L'Institut d'évaluation de la finance des dépenses publiques, et je regarde le chrono, je vais m'aligner sur Philippe Basse, et donc a estimé qu'à partir de 3 ans, les mesures imposées par l'État aux collectivités, soit de transfert de compétences, soit surtout de cadeaux fiscaux, n'étaient plus financées qu'à hauteur de 60%. Et c'est toute la problématique de la taxe d'habitation. Si vous voulez de l'efficacité, si on part de ce triptyque, proximité est plutôt propice à l'efficacité, ce n'est pas toujours le cas, mais pourquoi ? Parce qu'elle est propice à la responsabilité. Donc, proximité égale responsabilité, ce que Bruno appelle à juste titre, c'est le contraire de l'éloignement, quoi. Quand on est proche, on est responsable, on rend des comptes. Donc, c'est source d'efficacité. Eh bien, cette efficacité-là, elle passe par la capacité d'édicter des règles, c'est le rôle du politique, c'est de réguler, et de lever l'impôt. Le fait de faire croire, mais je poserai la question du citoyen en fin d'intervention, que l'on peut supprimer 22 milliards d'impôts dans un pays surendetté, c'est effectivement de la poudre de perlimpinpin, je crois, disait-il, et en disant aux maires, mais rassurez-vous, hein, on supprime cet impôt injuste, tous les impôts sont injustes quand on les paye d'ailleurs, mais il n'était pas plus injuste qu'un autre, puisque sa base, c'est la surface qu'on occupe sur le territoire et la valeur de cette surface. Ce n'est pas absurde pour un impôt territorial. Hein. Et d'ailleurs, c'est exactement la même structure que la taxe foncière, qui elle reste. Donc si cet impôt, la taxe d'habitation, était si prodigieusement injuste, pourquoi la taxe foncière, elle reste, et on nous dit même, vous n'avez qu'à augmenter la taxe foncière pour compenser l'éventuelle perte de compensation de la taxe d'habitation. Et sur la taxe d'habitation, donc, quand on enlève du pouvoir aux maires, ce que je vous disais tout à l'heure, on enlève du pouvoir aux citoyens. Les maires, comme dirait Pierre Manant, qui est quand même pas le plus sot de nos philosophes, et dans l'héritage de Raymond Aron et de Laetitia Strauss-Kahn, toute cette tendance philosophique qui n'est pas assez portée en France, comme dirait Pierre Manant, la mairie, c'est la communauté d'expérience. Et cette communauté d'expérience, quoi qu'on en dise, elle permet de confirmer, d'infléchir, de modifier, parce qu'il y a une délibération permanente. Et moi, je n'oppose pas la démocratie participative qui a été inventée à Grenoble, et pas par une ancienne présidente de la République, à Grenoble il y a bien longtemps, par une candidate à la présidence de la République. Et la démocratie participative, la démocratie directe, la démocratie représentative, toutes ces formes-là sont complémentaires. Et je pense qu'il faut quand même conforter la représentation et réinventer des formes de référendum. Je le crois profondément. Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie tout en permettant la période de maturation. La démocratie, c'est la maturation. Ce n'est pas la compulsion. Ça, c'est la tyrannie, la compulsion. Et donc, ce principe de subsidiarité doit être réinventé, et en permettant à chaque échelon de décider, de lever l'impôt, de rendre des comptes. On est en train de... Soit l'État ne rembourse pas le dégrèvement de la taxe d'habitation, enfin, ou la suppression, je ne sais pas comment il faut l'appeler, j'espère que ce sera un dégrèvement, parce que juridiquement, ils sont obligés de le compenser. Et dans ce cas-là, il y a un gros problème. Quelle est la dépense publique qu'on va dépenser en face dans des collectivités qui sont excédentaires et qui ont réduit la dette considérablement et qui ne dette que d'investissement? Est-ce qu'il y aura moins d'écoles? Est-ce que c'est moins de police municipale? Moi, je pose la question essentielle. Ou est-ce que l'État compense? Mais dans ce cas-là, avec quel argent? C'est exactement le même raisonnement que c'est gratuit, c'est l'État qui paye. La taxe d'habitation, mes chers amis, c'est gratuit pour vous maintenant puisque c'est l'État qui paye. Voilà. Mais l'État, je suis désolé de vous le dire, c'est vous, quoi. Donc, sous cette... ça renvoie à beaucoup de problématiques et ça renvoie la confiance, pour reprendre ta question, je termine là-dessus, à l'éthique. À l'éthique des dirigeants, ceux qui ont été mandatés. Il y a rupture de confiance quand il y a rupture de l'éthique. Moi, je n'utilise pas le terme d'exemplarité parce que c'est un terme qui est relatif
qui est subjectif et qui change dans le temps et dans l'espace. Je l'explique à plusieurs reprises, mais j'utilise par contre le terme d'intégrité, d'honnêteté par rapport à ce qu'on a dit. Donc le respect des engagements, l'explication permanente, la concertation. On fait ça tout le temps dans les communes. Lorsqu'on modifie un PLU, on fait des dizaines de réunions publiques où on affirme sa vision et puis intelligemment, on l'amende et on essaie de respecter conforme à ce qu'on avait annoncé. Plus les engagements sont clairs au départ, plus on a de légitimité. C'est pour ça que le référendum peut être utile pour relégitimer. Pourquoi le pouvoir est dans l'impasse aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas eu d'élection présidentielle, parce qu'on a volé le débat de l'élection présidentielle. Et c'est pour cette raison-là que le pouvoir en place n'a pas la légitimité des actions, puisque le en-même-tentisme, on est au bout du en-même-tentisme. À un moment donné, quand on arrive à des notions contradictoires. Donc je pense que le référendum va devenir une martingale. L'éthique des dirigeants, mais aussi l'éthique civique. Et je termine là-dessus, l'éthique des citoyens. Il n'y a pas on parle beaucoup d'institutions depuis tout à l'heure, mais il y a une notion essentielle, c'est la praxis, comme disaient les Grecs. Pas au sens de Marx, au sens d'Aristote. C'est-à-dire cette action, cette pratique de l'action qui transforme le sujet. Et cette praxis, elle nécessite que l'on investisse massivement sur la formation, sur l'école, sur l'exercice de la raison critique, sur le vocabulaire, sur l'émancipation de l'individu, par l'éducation, par la culture, par le sport, par le langage. C'est une priorité absolue. Nous n'aurons pas de démocratie réformée de façon pertinente, puisque c'est le thème, s'il n'y a pas une praxis, et cette praxis ne peut se fonder que sur la compétence citoyenne. Mais aussi le fait d'oxygéner la démocratie. On a quand même une grande faiblesse, y compris dans nos communes, et pourtant on est sur le terrain, c'est qu'on n'est pas extrêmement représentatif, quoi qu'on en dise, même si la parité a amélioré les choses factuellement d'un point de vue genrisme, mais sur la population. Moi, je suis contre les systèmes de quotas et d'imposition, mais on doit, par la culture, l'émancipation, renforcer le sentiment d'appartenance et faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, quelle que soit là aussi leur origine, leurs conditions, se disent « je suis français, je suis fier d'être français, je suis responsable de mon pays. Je suis co-responsable de mon pays et je m'engage. Je m'engage en politique, je m'engage aux élections municipales, je m'engage dans des associations. » Ça, c'est un pari essentiel. La démocratie ne pourra progresser que si la citoyenneté progresse, que si le civisme progresse. C'est ce que l'on fait avec un certain nombre de maires ici, avec le passeport du civisme. C'est ce que j'ai essayé de développer dans ce livre remarquable que je vous conseille d'acheter pour 15 € seulement aux éditions Hermann, avec Jean-Michel Arnaud, Refaire communauté, parce que la politique, c'est par définition la gestion de la communauté. C'est aussi simple que cela, de la communauté légitime. Et comme le disait Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui, et comme disait aussi Dominique Régnier, on a une expression de communautarisme, de consumérisme au lieu d'être sur le civisme. On consomme de l'espace public au lieu d'être co-responsable. On se recroqueville sur un seul élément de son identité, alors que le monde est complexe. La radicalité est proportionnelle à la vacuité, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Donc il faut vite réintroduire de l'éducation, du civisme, de la raison critique, de la confrontation des idées, raisonnable, intelligente. C'est pas de la mollesse, ça. La vraie force, elle est là. Et la démocratie, elle est là. Et ça s'appelle tout simplement faire peuple, comme le disait Jean-Pierre Chevènement.